merci pour votre participation à ce deuxième webinaire des 48 heures de l'achat responsable en Grand Est, un événement qui est du coup 100% digital, qui est composé de 6 webinaires thématiques et qui s'inscrit donc dans la semaine des achats responsables, une semaine thématique nationale du mois de l'économie sociale et solidaire. Et donc pour ce deuxième webinaire, nous allons parler de filières durables dans notre région avec un focus sur la filière du bâtiment. Nous aurons différents témoignages pour réfléchir autour des questions de l'impact environnemental de cette filière qui est important. Nous échangerons autour des pistes d'action pour justement réduire cet impact environnemental négatif, en tout cas pour rendre cette filière plus durable. Pour cette première partie du webinaire, donc nous accueillons 3 intervenants. Donc Claude Niclou, qui est ingénieur économie circulaire déchets à l'ADEME Grand Est, puis une intervention de Michael Clément, donc chargé de projet prévention valorisation déchets à la région Grand Est. Et enfin, donc, une intervention de Christelle Hoffner, qui est architecte et cofondatrice de l'association Remise, qui travaille justement sur les questions de réemploi des matériaux dans la filière du bâtiment. Voilà, bienvenue et je cède tout de suite la parole à Monsieur Niclouf pour une première introduction sur ce vaste sujet que nous abordons aujourd'hui. Bon, bonjour à tous. Je vais présenter des éléments de contexte qui concernent à la fois l'aspect réglementaire, notamment la loi AGEC, puis les conséquences que l'on qui peuvent découler de ces dispositions. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qu'on appelle aussi loi AGEC, elle a été promulguée en février 2020, est une loi qui couvre tous les différents aspects du quotidien et qui vise à impliquer l'ensemble des citoyens dans une démarche d'économie circulaire. Elle traite de domaines très variés, qu'il s'agisse de l'implication des collectivités, de l'information des consommateurs, la lutte contre le gaspillage et par notamment l'augmentation du réemploi, de la réutilisation et du recyclage, une réduction de l'obsolescence programmée. Et puis, bien entendu, elle met l'accent également sur le tri à la source et la collecte séparée. Je vais aborder quelques exemples ou quelques éléments saillants de cette loi qui est très, très vaste. C'est notamment l'incidence que peut avoir la commande publique, avoir une commande publique plus durable. On sait que la commande publique représente 10% du PIB, donc elle a un poids économique et elle a un rôle important à jouer en matière de développement d'une économie plus durable. Des exemples relatifs au bâtiment, c'est que tous les maîtres d'ouvrage doivent améliorer la traçabilité des produits et des matériaux par des diagnostics lors des travaux. Ils doivent également recourir à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables lors des constructions, voire même lors des aménagements. Ça peut être aussi l'équipement de tables dans des cantines, etc., utiliser les matériaux de réemploi. Et ce n'est pas seulement au stade de construction, c'est dans la politique achat de la collectivité. Et puis aussi, bien entendu, la collectivité a la responsabilité de réduire la consommation de plastique à usage unique, qu'il s'agisse d'utilisation au sein de ces services ou dans les établissements scolaires ou cantines qui sont gérés par la collectivité. Donc, on voit que l'implication est peut-être profonde. Un autre aspect aussi de cette loi AGEC, c'est le recours accru aux dons. Des dispositions sont prises pour que soient développées des sessions à titre gratuit de matériel aux associations qui sont reconnues. Alors, ce sont des structures de l'ESS, des associations reconnues d'utilité publique et d'autres types d'associations. Et là aussi, le don recouvre des types de matériel, d'équipements variés, qu'il s'agisse de matériel informatique,
des constructions temporaires et démontables, des biens de scénographie et bien entendu aussi, vous avez peut-être entendu, l'accès aux déchetteries comme lieu de récupération pour les acteurs de l'ESS et l'intégration dans les déchetteries publiques d'un espace de don. Le développement des filières REP, filières responsabilité élargie des producteurs, vise à mettre en avant le principe de pollueur-payeur. On sait très bien qu'il y a des produits qui sont mis sur le marché qui, lorsqu'ils ne sont pas bien conçus ou qui sont produits sans trop d'attention, eh bien, après coup, on s'aperçoit qu'ils sont difficiles à réutiliser, qu'ils sont polluants, etc. Et donc, en mettant en place le principe pollueur-payeur, eh bien, les acteurs économiques, qu'ils soient fabricants, distributeurs, importateurs, sont responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits qu'ils mettent sur le marché, depuis leur conception ou leur éco-conception jusqu'à leur fin de vie, qu'il s'agisse du réemploi, recyclage, etc. Et donc, avec cette loi AGEC, il y a un objectif de développement d'un grand nombre de filières et un élargissement du rôle qui entraîne à la fois une meilleure prise en charge de la diversité des déchets, puisqu'on n'a pas moins de 11 nouvelles filières. Le nombre de filières REP en France est un record européen et donc la France a cette spécialité. Et puis, l'autre conséquence, c'est un élargissement des obligations des REP dans la participation au financement, notamment du ramassage et du traitement des dépôts sauvages, les obligations en matière de réemploi, de réutilisation. Bien entendu, à travers les REP, il y a des garanties financières qui doivent être apportées et qui permettent de compenser des défaillances d'éventuels éco-organismes. Et puis, un autre point, c'est qu'on a développé également la collecte des emballages hors foyer. Là, c'est une illustration des filières. À partir de 2021, eh bien, on a une explosion. Ce sont les filières qui sont entourées en rouge ou en bleu, avec des nouvelles filières en rouge et des extensions ou pour des produits qui existaient, mais là, elles sont amplifiées, augmentées. Donc, c'est les filières qui sont entourées en bleu. Donc, vous voyez que ça concerne aussi bien des matériaux de construction, des huiles, des articles de bricolage, de sport et de loisirs, des jouets, etc. Donc, des produits très variés. Et donc, d'une certaine manière, ça traduit une généralisation de ce mode de gestion de la vie des produits sur notre territoire. Pour la mise en place de cette filière REP du bâtiment, eh bien, il y a une condition essentielle, c'est qu'il faut une traçabilité et un suivi de la traçabilité des différents produits, depuis leur mise en commercialisation jusqu'à la fin de vie. Et donc, actuellement, alors que ça concerne des quantités de déchets énormes, eh bien, on a une traçabilité qui est très déficiente. Le système que l'on connaît actuellement est très, est très souvent contourné, puisqu'il est assez peu suivi. 5 à 10%, par exemple pour les obligations de diagnostic qui devraient être réalisées pour des travaux ou des chantiers de plus de 1000 m². Le registre chronologique de suivi des déchets inertes ou non dangereux ou dangereux, lui aussi il est généralisé, mais il n'est pas forcément appliqué partout. Et même ce qui est un peu plus suivi, ce sont les bordereaux de suivi des déchets dangereux.
Donc, à partir de 2022, mise en place de la REP bâtiment, eh bien, on prévoit la mise en œuvre d'un diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, avant démolition ou grosse réhabilitation. Et donc là, de la même manière, le diagnostic est mieux défini et il sera d'une certaine manière dématérialisé pour pouvoir rentrer dans une plateforme de suivi. On aura une plateforme PEMD réglementaire qui est portée actuellement qui sera portée ou construite par le CSTB, qui va permettre de collecter les diagnostics et les récollements à la suite du diagnostic. Et c'est une base de données qui pourra qui sera cartographique et qui pourra permettre également de connaître les disponibilités à l'échelle des territoires pour ces différents produits. Une autre plateforme, c'est le projet EMAT, entité multi-acteurs, qui, surtout sur l'aspect information, outils de diagnostic, et donc c'est surtout un système d'information homogène et qui va permettre aux différents acteurs du territoire de parler la même langue. Enfin, il y a Track Déchets, qui est un outil numérique qui sera mis en place pour les déchets dangereux. Le calendrier de cette REP bâtiment prévoit la mise en œuvre 2022. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, c'est que cette REP n'existe pas encore. Elle sera mise en œuvre après la publication des derniers décrets et arrêtés, et qu'on attend pour l'automne 21, donc on risque de l'avoir au pied du sapin. Et puis, la mise en œuvre va prendre un peu de temps puisqu'on aura le choix des éco-organismes et l'organisation de la collecte sur le territoire et de la mise en œuvre des différents acteurs au cours des années 2021-2023. Il faut bien savoir que cette REP va couvrir à la fois les déchets professionnels, mais également les déchets des ménages, c'est-à-dire que les déchets des particuliers qui sont déposés en déchetterie, par exemple, eh bien, rentrent également dans le périmètre de cette REP. Et ça concerne tous les matériaux utilisés pour la durée d'un chantier, sauf les terres excavées. C'était un sujet de débat. Les matériaux issus des travaux publics n'entrent pas dans ce cadre-là. Les dispositions qui sont prévues dans le décret qui est déjà publié prévoient ou bien une collecte séparée, flux par flux, en application du tri 7 flux, eh bien, une collecte séparée à la source ou une reprise des déchets par des installations au sein d'une entreprise ou sur les chantiers, lorsque les chantiers sont plus importants. Et l'autre alternative, notamment lorsqu'il y a des contraintes de chantier, des contraintes en matière d'espace, eh bien, une collecte en mélange qui peut se traduire au niveau de déchetterie, de distributeurs ou d'autres entreprises. Concernant les distributeurs de matériaux, ils ont déjà l'obligation de mettre en place un système de reprise. Eh bien, ils seront également impliqués, notamment lorsqu'ils ont des surfaces de commercialisation supérieures à 1500 mètres carrés et un chiffre d'affaires supérieur à 1 million. On s'oriente vers 2 filières et donc 2 éco-organismes. Le législateur souhaitait plutôt un et seul éco-organisme, une seule filière, mais là, il y a eu des volontés exprimées par les professionnels pour aller vers 2 filières. 2 filières qui seraient organisées autour d'une filière minérale, fédérée en particulier par l'UNICEM,
Et puis les autres produits et matériaux seraient portés dans le cadre de Valobat, qui regroupe actuellement 26 entreprises ou groupes pour tous les autres types de matériaux. Et il faut savoir qu'un travail essentiel de ces éco-organismes sera d'établir un maillage à l'échelle régionale des installations de reprise, avec une règle d'avoir un point de reprise gratuit dans un rayon de 10 à 20 km. Pour finir, quelles seraient les conséquences de cette évolution, la mise en place d'une REP bâtiment, conséquences en matière de besoins de compétences et les conséquences sur l'évolution des métiers. Une étude a été commandée par l'ADEME, elle a été réalisée par le Centre académique de formation continue de Nantes, qui, sur la base d'une enquête, a évalué les besoins en matière de compétences et notamment pour ce qui concerne le réemploi, qui est un volet qui est encore peu développé et qui est plus problématique. Il y aurait des besoins en matière de diagnostiqueurs, préparateurs en déconstruction et techniciens et coordination valoriste, technicien valoriste ou coordination valoriste. D'autres domaines pourraient être la maintenance, l'éco-design, le reconditionnement et le ressources manager. Donc, c'est pour bien signifier que dès maintenant, des besoins sont identifiés par les acteurs sur le territoire et que des certifications sont en cours notamment par le répertoire national des certifications professionnelles, notamment pour diagnostiqueurs, préparateurs et techniciens. Ça, c'est des certifications qui existent ou qui sont en cours et donc qui vont permettre de développer de nouveaux métiers. J'ai oublié de dire que dans les filières REP bâtiment, un objectif de réemploi sera proposé. Alors, il y a encore discussion sur le taux, autour de 5%, mais parce que c'est un point qui chagrine certains professionnels. Mais en tout cas, c'est un point important parce qu'à partir du moment où il y a un objectif quantitatif, alors il va falloir le quantifier et le mesurer, et ça va être un peu délicat, mais ça donne un levier pour développer concrètement ce secteur. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Niclou, pour cette première introduction sur ce qu'est une filière. Ça nous permet un peu de reposer un peu les bases et notamment sur cette filière, cette future filière REP du bâtiment avec des éléments d'actualité et en tout cas, on a matière à échanger sur ce sujet. Si jamais il y avait des questions pour Monsieur Niclou, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra y revenir à l'issue des interventions de la première partie de ce webinaire, des 3 interventions. Et donc, je passe la parole à Monsieur Clément, de la région Grand Est, pour justement discuter de l'animation de la filière économie circulaire du BTP en Grand Est. Oui, bonjour à tous. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc après la présentation de la mise en place de la REP, il est intéressant de voir un peu comment on anime la filière au quotidien en Grand Est, et je voulais vous présenter l'action régionale qui est conduite dans ce domaine-là en présentant quelques éléments de contexte et puis le bilan de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comme élément de contexte, il est bon de rappeler pourquoi la région agit aujourd'hui dans le domaine de l'économie circulaire et de la prévention et de la gestion des déchets du BTP. On a parlé de loi AGEC, de loi TECV. Il y a une loi qui est importante, c'est la loi NOTRe, qui date aussi de 2015. Elle est un peu ancienne, mais
c'est cette loi-là qui confère à la région de nouvelles prérogatives et surtout la compétence de prévention et de planification de la prévention et de la gestion des déchets. Donc, c'est un point de départ finalement pour la collectivité régionale qui a dû réaliser, en application de cette nouvelle compétence, elle a dû réaliser un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc, c'est ce qu'on appelle le PRPGD, l'acronyme. Donc, pour faire ce plan, bien évidemment, on a fait l'état des lieux de l'ensemble des déchets qui étaient générés à l'échelle du Grand Est. Et vous le voyez sur ce schéma, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on produit à l'échelle régionale 22,7 millions de tonnes de déchets, mais que, toujours à l'échelle régionale, 69% des gisements sont des gisements qui sont issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics. Donc, on a vraiment un gisement très important de ce secteur d'activité bien particulier. Vous le voyez, ça représente plus de 15 millions de tonnes de déchets par an qui sont générés par les chantiers de bâtiments et de travaux publics dans différentes catégories. C'est soit des déchets inertes, soit des déchets non dangereux, soit des déchets dangereux, sachant que bien évidemment, c'est les déchets inertes qui sont produits en plus grande quantité, environ plus de 85%, et particulièrement par les déchets, par les activités de travaux publics. Parallèlement à cela, vous le savez tous, le secteur du bâtiment et des travaux publics, c'est aussi un secteur qui est particulièrement consommateur de ressources, que ce soit d'emprise foncière pour la construction, que ce soit des ressources d'origine naturelle, avec les prélèvements dans les carrières, dans les gravières, etc., pour les besoins de la construction, et puis aussi consommation d'eau et d'énergie, etc. Pour vous donner un chiffre, c'est l'UNICEM dont on parlait tout à l'heure, préfigurateur de la REP Minéraux. Cet organisme-là estime à plus de 40 millions de tonnes par an les besoins en matériaux naturels pour les besoins de la construction au Grand Est. Donc, bien évidemment, ce qu'on s'est dit, mieux vaut autant que possible recycler les 15 millions de tonnes de déchets pour justement économiser la ressource naturelle, et tout ce qui sera valorisé, recyclé, viendra en déduction des prélèvements dans les ressources naturelles. Alors, autre élément de contexte aussi, c'est bon encore une fois de le rappeler, c'est le contexte réglementaire qui est très, très vaste depuis tout récemment la loi AGEC, mais aussi la loi TECV qui date aussi de 2015. C'est des grandes lois fondatrices qui ont eu beaucoup de décrets d'application. Donc, on a parlé de la REP, on a parlé du tricet de flux, ça c'est tout récent, c'est la loi AGEC, mais un peu plus ancien, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est aussi des objectifs en termes de taux de valorisation globale des déchets du BTP. On doit atteindre 70% en 2020, enfin depuis 2020. Tous déchets confondus. Il y a un autre taux sur lequel je souhaite insister, c'est le taux de valorisation, ou plutôt le taux de recyclage des déchets non dangereux qu'on doit atteindre en 2025. C'est 65%. C'était 55% en 2020, c'est 65% en 2025. Et ça s'impose à tous les déchets non dangereux, y compris ceux du bâtiment et des travaux publics, et surtout ceux du bâtiment. Et vous savez bien que les déchets du second œuvre du bâtiment sont très difficiles à valoriser, et on est aujourd'hui en deçà des attentes au niveau de ce taux de valorisation matinale. Voilà, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, on a repris dans la planification régionale ces objectifs en termes de valorisation de déchets. On est même allé plus loin sur certains objectifs, notamment sur le taux de valorisation, où on a ciblé en fait 79% de valorisation matière en 2031. Ça nous donne un cap supplémentaire et plus de visibilité par rapport au seul cap de 2020. Donc, bien évidemment, objectif ambitieux et réglementaire important. Donc, on s'est dit, il faut qu'on mette tous ensemble les conditions d'atteinte de ces objectifs avec la mise en place d'une véritable démarche d'économie circulaire pour le BTP.
Alors, sur cette diapositive, qu'est-ce qu'on entend par économie circulaire dans le BTP? C'est un schéma que vous connaissez peut-être, hein, qui est issu de publications chez Bellastock notamment. C'est le schéma de l'économie circulaire. Et en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est de passer d'une économie linéaire, donc économie qui consiste à extraire des matières premières du milieu naturel, à les envoyer dans des usines de fabrication de produits, à utiliser ces produits pour la construction. Et enfin, quand on arrive en fin de vie des ouvrages et des constructions, ben on les démolit et on enfouit. Ça, c'est ce qui prévalait il y a une cinquantaine d'années. Progressivement, on en est venu à mettre en place des boucles d'économie circulaire, principalement basées sur le recyclage, en ne démolissant plus, mais en déconstruisant. Déconstruire, ça veut dire séparer les différents déchets constitutifs d'un ouvrage lorsqu'il est déconstruit. Et ensuite, on envoie ces déchets en tant que matière première secondaire dans les mêmes industries de fabrication et on repart dans le cycle de la construction. Donc ça, c'est une démarche intéressante qu'on souhaite bien évidemment amplifier au niveau régional en aidant les filières de valorisation matière et de recyclage, mais on souhaite aussi encore aller plus loin et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers des boucles d'économie circulaire plus courtes basées sur le réemploi. Et le réemploi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de la production de déchets, on produit des matériaux de déconstruction, des matériaux qui font l'objet d'une dépose préservante, donc qui gardent leurs caractéristiques physiques et techniques à l'identique, et ils peuvent donc, après avoir été démontés soigneusement, être préparés, nettoyés, parfois un peu rénovés, mais repartir directement en tant que tel dans le cycle de la construction. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ces boucles courtes de l'économie circulaire basées sur le réemploi, parce qu'elles sont bien sûr des boucles de proximité, elles sont créatrices d'emplois, particulièrement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, sur cette diapositive, vous retrouvez dans la mise en œuvre des actions qui a été conduite depuis 2019, l'ensemble de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et notamment, alors ce n'est pas uniquement des actions régionales au sens région maître d'ouvrage, hein, c'est bien des actions qui sont menées dans le cadre d'une gouvernance partagée d'économie circulaire avec l'État, avec l'ADEME et avec la région. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019 ? Vous retrouvez un leitmotiv qu'on retrouve sur d'autres filières. Ce qu'on doit faire, c'est bien évidemment commencer par le début, c'est-à-dire faire de l'information, de la sensibilisation, de l'acculturation, notamment des maîtres d'ouvrage, pour qu'ils intègrent finalement la prévention, la valorisation, le réemploi dans leur politique, dans leur stratégie. Donc ça, on le fait, par exemple, Claude Niclou et moi-même dans les différentes occasions où on a d'exposer cette problématique-là. Mais on a aussi des relais qui sont financés soit par l'ADEME, soit par la région. C'est le cas d'Envirobat de Grand Est, c'est le cas aussi du pôle Fibre Énergie Vie qui organise, vous le savez, des événements qui sont consacrés justement à ces problématiques d'économie circulaire dans le BTP. Et puis, on finance aussi des organismes. C'est l'occasion aussi de donner ensuite la parole à Boma, Remise, Bacassia, qui, elle aussi, travaille et œuvre au quotidien sur le terrain pour apporter cette bonne parole. Alors, autre élément aussi important, c'est l'observatoire sur les déchets qui a été mis en place par la région avec le soutien de l'ADEME. On a parlé tout à l'heure d'objectifs ambitieux à atteindre en termes de prévention, de valorisation matière, de réemploi. Encore faut-il pouvoir mesurer concrètement sur le terrain, année après année, ce qui se passe en termes de production et de gestion des déchets. Donc ça, on a dû mettre en place un observatoire des déchets avec un focus sur les déchets du BTP, où on enquête les entreprises de bâtiments, les entreprises de travaux publics et environ 430 centres de traitement de déchets du BTP par an pour avoir une photographie de la production de déchets et surtout comment ces déchets sont traités. Ça nous permet de savoir si on respecte aujourd'hui les 70% de valorisation matière ou pas des déchets du BTP.
Ensuite, ce qu'on a mis en place aussi, c'est un appel à projet sur les déchets du BTP pour constituer un réseau régional de référence en matière de prévention, de gestion des déchets et de réemploi de matériaux. Ça, je vous en dirai deux mots tout de suite après. Et puis, ce qui nous a semblé aussi intéressant, alors là, c'est le maître d'ouvrage région qui parle, c'est aussi de travailler sur l'éco-exemplarité. Pourquoi? Parce qu'avant d'expliquer aux autres ce qui serait bon de faire, mieux vaut aussi s'appliquer à soi-même ses propres principes. Et donc, il y a 3 directions à la région qui ont travaillé ensemble, la direction de l'achat public, la direction de la transition énergétique, écologique et de l'environnement, et puis la direction en charge de l'immobilier, pour que dans nos propres marchés, notamment de réhabilitation, de construction et de déconstruction de lycées, on ait des clauses économie circulaire et gestion des déchets sur nos propres marchés. Donc ça, c'était très important. Et puis, on a aussi, alors je passe vite dessus, mais on travaille depuis 2021 également avec les organisations professionnelles. On le fait dans le cadre de l'Observatoire, mais là, on le fait dans un autre cadre. C'est celui d'une convention régionale d'accompagnement des entreprises à l'économie circulaire. Le but, c'est de travailler avec les grands organismes fédérateurs d'entreprises du BTP. Donc, vous retrouvez l'UNICEM, dont on a parlé, la FNTP, c'est la Fédération nationale des travaux publics, et puis aussi la FFB et la CAPEB, qui sont 2 organismes compétents pour les entreprises de bâtiments. Et on travaille avec elles pour déployer des programmes d'action, d'accompagnement des entreprises à l'économie circulaire. Donc ça, il est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais ça va se mettre progressivement en place, notamment sur 2022, avec des programmes d'action pour les entreprises, pour les accompagner justement à mettre plus d'économie circulaire dans leur stratégie au quotidien. Voilà, donc pour terminer, je voulais vous parler d'exemples concrets de réemploi, de gestion des déchets au quotidien, et ça, on peut le faire au travers de l'appel à projet. C'est un appel à projet qui est en fonctionnement depuis 2019, qui est financé par les fonds Climaction, ADEME Région. Et donc, l'objectif, là, c'est de financer des études et des investissements, des accompagnements méthodologiques pour différents maîtres d'ouvrage. Le premier volet de cet appel à projet, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des maîtres d'ouvrage pour la mise en place, pour la réalisation, de chantiers exemplaires. Donc, c'est tout ce qui concerne l'éco-conception, l'intégration du réemploi de matériaux dès la conception des ouvrages et des constructions. Ensuite, c'est également tout au long du projet l'accompagnement du maître d'ouvrage dans une logique de gestion de ces déchets, de traçabilité et d'élimination de valorisation avec un taux optimal de valorisation. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet beaucoup plus transversal qui a pour but d'accompagner notamment les grands maîtres d'ouvrage, ceux qui sont compétents sur les travaux routiers et qui sont compétents sur les bâtiments, à intégrer des clauses d'économie circulaire dans l'ensemble de leur marché. Donc ça, c'est un volet très ambitieux de l'appel à projet. Je passe sur le 3, mais le volet 4, lui, concerne tout ce qui est augmentation de capacité de réemploi, donc développer un réseau structuré en grand test de plateformes de réemploi, qu'elles soient numériques ou physiques, de matériaux pour faire décoller justement ce réemploi des matériaux en grand test, et puis le soutien aux plateformes de valorisation en matière de déchets. Donc, vous trouverez, alors c'est des chiffres un peu provisoires, ils évoluent en fonction des dossiers qui sont instruits, mais sachez que depuis le début, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à 2021, sur 3 ans, voilà un peu les résultats qu'on a sur cet appel à projet. On a 107 projets qui ont été déposés. Au final, on a accompagné financièrement 93 par les fonds Climaction ADEME Région. L'ADEME a mis énormément d'argent sur le sujet. Elle a accompagné de nombreux dossiers, vous voyez, plus de 11 millions d'euros, et la région un peu moins de 2 millions. Ce qui est intéressant de voir, c'est les indicateurs économiques
sur cet appel à projet. Parce que les projets aidés, bien évidemment, injectent beaucoup d'argent dans l'économie du Grand Est, et ça, c'est intéressant de le remarquer. Vous voyez, 187 millions d'euros, c'est des projets quand même qui sont très importants. Ils sont également créateurs d'emplois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans le cycle de l'économie circulaire, et notamment le réemploi. Ces créateurs d'emplois, c'est intéressant. La région attache beaucoup d'importance à ce levier-là. Et puis enfin, les capacités de valorisation matière, on s'était fixé 1 million de tonnes dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et en 3 ans, on a mis sur le marché, où on va le mettre progressivement, plus d'1,4 million de tonnes de nouvelles capacités de valorisation matière de déchets. Donc, c'est quand même intéressant à vous signaler. Et voilà, donc je voulais terminer par 2 exemples concrets, moi, qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont orientés valorisation matière et réemploi de matériaux. Le premier que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un projet qui est mené par l'OMH, donc l'Office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy. C'est un maître d'ouvrage d'envergure, d'importance, qu'on a eu, Claude Niclou et moi-même, en réunion avec les bailleurs sociaux, où on a parlé de réemploi, de logique de réemploi. Ce maître d'ouvrage n'avait pas forcément l'idée d'en faire un élément central de son projet. Et puis, il en est venu à justement intégrer complètement dans son projet cette dimension-là de réemploi. Le projet, c'est quoi? C'est la réhabilitation des 2 grandes barres d'immeubles que vous retrouvez au haut du Lièvre à Nancy, donc le cèdre bleu et le tilleul argenté. Et le projet, ce que vous voyez en haut à droite de l'écran, et qui consiste finalement à tronçonner ces grandes barres d'immeubles en 3 ensembles beaucoup plus cohérents et plus ajourés finalement, et à rénover complètement ces logements-là. Donc au final, c'est un projet qui concerne 424 logements à déconstruire et 713 logements à réhabiliter. Bien évidemment, dans ce grand projet-là, il y aura de nombreuses matières et matériaux qui vont être démontés soigneusement. C'est notamment le cas des garde-corps, des robinetteries, des châssis PVC, hein, qui sont encore en bon état. Et ces matériaux-là, ils vont être donc acheminés à la ressourcerie qui sera installée en pied d'immeuble, et on va faire travailler bien évidemment une douzaine d'emplois pour rénover, réinstaller ces différents matériaux de réemploi. Donc c'est très intéressant. C'est un projet d'envergure, plus de 41 millions d'euros de travaux, mais vous voyez que la démarche économie circulaire et diagnostic produits, matériaux, ressources coûte environ 170 000 euros, sur lesquels le porteur de projet a eu une aide Climaction de 70 000 euros. Ça met vraiment un pied à l'étrier, ça aide finalement à financer cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière d'économie circulaire. Donc, c'est un projet très intéressant. Et l'autre dont je vous parle rapidement, parce que le temps tourne, c'est celui de la SCI RENAD et de GCM Environnement, qui est aussi un projet d'investissement dans une plateforme. C'était une petite plateforme qui couvre les besoins de l'agglomération strasbourgeoise. Et grâce à ce projet-là, on a étendu les capacités de traitement de cette plateforme de valorisation matière de déchets. Et elle peut aujourd'hui traiter plus de 100 000 tonnes par an de déchets inertes de l'agglomération strasbourgeoise et un peu plus de 30 000 tonnes par an de terres polluées. Au passage, les investissements permettent de créer 7 emplois. Ils représentent à peu près 1,7 million d'euros, aidés à hauteur de 450 000 euros par les fonds Climaction. Voilà, donc il y a de nombreux projets en cours. Le réemploi, c'est vrai que c'est une thématique dont on parle beaucoup, mais qui peine encore à décoller. On a bon espoir de le faire décoller en structurant le territoire avec des organismes et des organisations qui vont permettre de mobiliser ces matières qui sont déposées soigneusement et qui vont pouvoir repartir sur d'autres chantiers. Et je termine juste en vous disant que si vous voulez des exemples un peu plus démonstratifs et filmés, vous pouvez aller sur le site Climaction. Vous retrouverez des exemples qui ont été filmés où la parole est donnée au maître d'ouvrage. Voilà, et si vous avez des questions, bien évidemment, je reste à votre disposition.
Merci beaucoup, Monsieur Clément, pour cette présentation. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont en cours de mise en place en tout cas, et de très beaux projets et puis de très belles initiatives aussi. Et justement, en parlant d'initiatives en matière voilà, de réemploi des matériaux du bâtiment, on souhaitait montrer justement qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur ce sujet, et notamment des acteurs qui sont issus, qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'invite Christelle de l'association Remise à nous en parler un petit peu, à nous présenter leur initiative et voilà, autour d'une table ronde avec d'autres acteurs, mais je vous laisserai les présenter. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Amélia et à la CRES de nous avoir conviés à cette table ronde et nous avoir fait participer à l'animation. Donc cette table ronde elle va tourner autour de quelles solutions pour une filière BTP plus responsable et durable. Et pour échanger sur cette problématique, on a invité 3 acteurs œuvrant pour le réemploi des matériaux sur le territoire de la région Grand Est. Donc Bacassia, Boma et Rivalprest. L'objectif de cette table, en fait, c'est de comprendre l'état de la filière aujourd'hui donc sur la région, connaître les différentes structures qui œuvrent, avoir leur retour d'expérience, qui partagent leurs enseignements, et afin de sensibiliser et montrer que OK, ça démarre, mais que c'est possible et qu'il y a des réalisations qui sont en cours ou qui ont été réalisées avec succès. Donc, avant de présenter chaque invité et de leur laisser la parole, une rapide présentation de notre association. Donc moi, c'est Christelle Hoffner. À côté de moi, c'est Émilie Lemoine. On est toutes les deux architectes et cofondatrices de l'association. L'association, elle a été initiée par un collectif d'architectes et d'ingénieurs et on est issus du mouvement de la frugalité heureuse et créative. Et on œuvre pour diffuser et valoriser le réemploi dans le bâtiment sur le territoire, plus spécifiquement de la Lorraine, avec 3 grands axes, donc la sensibilisation et l'information auprès des différents acteurs de la construction. On essaie de structurer la filière sur le territoire lorrain en donnant des outils pour que ça puisse être mis en place avec différents axes, donc la partenariat local pour faire de la collecte, on réfléchit au stockage interchantier et à diffuser numériquement sur le territoire. Et un 3e axe, on développe avec sa propre entité un cabinet, enfin un bureau d'études réemploi pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc, la table ronde, elle va se développer en 2 temps. On va déjà faire un tour de table. Je vais laisser la parole à chaque invité qui va présenter sa structure, ses actions, son intervention au niveau du territoire. Et ensuite, dans un second temps, on fera une question-débat. Les personnes qui participent pourront poser aussi leurs questions et on échangera sur le sujet qui nous regroupe à cette table. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord déjà à Bacassia, à Lucille, donc eux, ils sont de Paris, projet de développer leur emploi sur la région Champagne-Ardenne et ils proposent un service de marketplace de matériaux de réemploi. Lucille? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais essayer de faire une présentation qui va être assez rapide. Donc, nous, originellement, on a 5 ans et on est principalement implanté en Île-de-France. Et historiquement, on a 2 activités principales. La première, c'est une activité d'AMO, puisque quand on s'est lancé il y a 5 ans, il y avait encore un grand besoin d'accompagner les maîtres d'ouvrage sur comment mettre en place de l'économie circulaire et du réemploi sur les chantiers, qui existe encore aujourd'hui, mais où il y a beaucoup plus d'acteurs qui se sont positionnés. Et donc, c'est une partie qui, on va dire, moins centrale chez nous. Et l'autre partie historique qu'on a, l'autre activité, c'est une place de marché qui s'appelle bacassia.com. Donc, le mot est un peu barbare, c'est une marketplace qui permet de mettre en relation des vendeurs de matériaux avec des repreneurs. Tout simplement, c'est comme le Bon Coin, c'est uniquement destiné aux professionnels du bâtiment. Et quand on l'a lancé il y a 5 ans, l'objectif, c'était vraiment de cartographier ces nouvelles ressources qui étaient sur le territoire, donc des ressources secondaires, donc de réemploi, de faire en sorte qu'il y ait des échanges qui soient possibles. Et le constat qu'on a pu faire sur ces 5 dernières années, c'est qu'en réalité, les plateformes mettent beaucoup de temps à émerger, que le volume qui doit être derrière est considérable
et qu'aujourd'hui, on a un maillage au niveau du réemploi territorial qui est beaucoup trop faible, dans le sens où il y a trop peu d'acteurs physiques qui sont implantés localement et qu'en fait, cette économie du réemploi, ce qui est assez génial, c'est qu'elle reste locale. Donc, c'est très intéressant parce que ça reste de la création de valeur locale dans une démarche qui aujourd'hui a beaucoup de sens. Mais du coup, quand on passe sur des logiques de digital, de massification sur le territoire, ça pose d'autres problématiques puisqu'il y a trop peu d'acteurs qui existent encore aujourd'hui et que justement, il faut qu'il y en ait plus. En partant de ce constat-là, nous, donc comme j'ai dit, on était originellement en Île-de-France. Et en fait, du coup, sur la dernière année, en fait, depuis le confinement, on a essayé de tester différents business models, conscient que ce business de la plateforme digitale allait mettre beaucoup de temps à devenir quelque chose de rentable et de systématique. C'est les 6 petites briques que vous voyez là sur la slide à droite. Donc, c'est différents business models qu'on a testés. On a lancé un magasin pendant 1 an pour tester la vente physique des produits et voir donc, sur les produits de seconde œuvre lesquels pouvaient se vendre le mieux en digital ou bien au contraire en physique. On a testé aussi du dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on donnait le choix, par exemple, aux entreprises du bâtiment de mettre chez nous leurs produits et on les vendait pour eux. Donc uniquement des produits d'occasion. On a fait des showrooms éphémères sur des chantiers. Donc pendant 2 jours, on faisait venir notre communauté qui venait acheter directement sur le chantier. On a essayé de faire du curage vert. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça crée beaucoup de valeur et d'emploi, ce qui est très important, nous, dans la démarche qu'on veut avoir. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout notre métier. Donc cette partie-là, on l'a complètement abandonnée parce qu'elle est vraiment très difficile. Et c'est intéressant parce que M. Nicou parlait justement des différents métiers qui a émergé. Et donc, voilà un des métiers où on a besoin d'acteurs sur l'ensemble du territoire. On fait aussi donc, plus largement de la fourniture de composants pour les grands groupes. Donc là, on va travailler directement avec l'architecte et on va venir sur des gros volumes proposer des matériaux de réemploi. Et enfin, de la formation et de la pédagogie. Donc, comme vous voyez, c'est un spectre qui est très, très large. Et je pense que ce qu'il faut retenir, on peut aller à la 2e slide et j'ai quasiment fini. Et après, s'il y a besoin d'avoir des cas concrets, on pourra bien sûr en parler dans les échanges puisque je ne veux pas monopoliser la parole. Mais je trouvais que c'était intéressant de rajouter cette carte. Donc ça, c'est des données de Bacassia qui montrent un peu la répartition totale des chantiers qu'on a eus. Sachant que, donc oui, bien entendu, on n'est pas on est un acteur qui est plutôt en Île-de-France, mais on est sollicité à beaucoup d'endroits. Et généralement, comme on est trop loin, on dit non parce qu'on ne sait pas comment ça peut se passer pour commercialiser les matériaux à trop grande distance. Et je trouve que c'est intéressant de voir ces données parce qu'on voit vraiment déjà avec la carte que c'est complètement centralisé autour de l'Île-de-France. Et donc, tous ces points, ce sont des chantiers de réemploi qui ont été commercialisés sur la plateforme Bacassia. Donc, je ne compte pas les diagnostics. Donc, c'est vraiment quand on arrive à la fin de la chaîne parce que ce diagnostic, il permet de faire un état des lieux. Mais l'objectif, c'est que les ressources soient effectivement réemployées. Donc, c'est vraiment la fin. Et donc là, pareil, vous voyez le camembert sur 2021 avec les régions. Et ce qui est, pour ceux qui connaissent un peu le réemploi, en fait, quand vous regardez les noms qui ressortent, c'est vraiment les régions qui sont le plus moteurs et le plus actifs en ce moment sur ces sujets-là. Et du coup, on voit clairement que c'est une volonté des acteurs du territoire, des acteurs locaux, qui est très importante pour pousser le réemploi et que sans ça, il y a des grosses difficultés pour d'autres acteurs comme nous d'arriver à mettre des démarches pertinentes et que l'importance du pouvoir public derrière est quand même assez centrale. Voilà, merci du coup pour l'opportunité de parler, puis je passe la parole. Merci Lucille. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bacassia avec Agnieszka Koziol. Vous êtes une association alsacienne implantée à Strasbourg. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette discussion. Donc oui, chez BOMA, nous, ça fait depuis 2017 qu'on réfléchit à ces questions de réemploi. Effectivement, on s'est construit en association au départ pour la flexibilité que ce statut permettait et puisqu'on se concevait au départ comme un laboratoire autour du réemploi, il y avait tout à créer, donc on a voulu tester plein de choses différentes. Et aujourd'hui, au 1er janvier, on passe en SKIC SAS. Donc vraiment, on se constitue, on consolide un petit peu
la structure. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous, après toutes ces expérimentations qu'on a pu faire, on a aussi, pour rebondir un peu ce que disait Lucille, on a testé plein de choses comme ce qu'ils ont fait. Il y a certaines parties qu'on a abandonnées. Nous, ce qu'on a choisi d'abandonner, c'est le magasin physique un peu classique, type ressourcerie. Ça, c'est vraiment très éloigné de nos métiers. Et nos métiers à nous, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un bureau d'études techniques spécialisé en économie circulaire, c'est-à-dire d'intervenir auprès des professionnels à tous les stades du chantier, que ce soit auprès du maître d'ouvrage, de l'équipe de maîtrise d'œuvre, des architectes, ou même de l'entreprise en fonction des sollicitations qu'on a. On intervient à toutes les étapes du chantier et auprès de tous les acteurs pour mettre du réemploi dans les chantiers. Et donc, évidemment, plus c'est anticipé, mieux ça se passe. On a une deuxième famille d'activités qui est d'être une entreprise générale du remploi. Alors, c'est un terme qui parle à ceux qui connaissent peut-être un peu le bâtiment, ou moins pour d'autres. En fait, on est une sorte de facilitateur du remploi, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait encore très peu d'entreprises qui étaient à l'aise avec ces notions-là, avec ces sujets-là. La maturité des filières, elle n'est pas encore suffisante pour qu'on puisse dire à une entreprise vous allez me poser des sanitaires de remploi. Aujourd'hui, ça, en tout cas dans le Grand Est, ça n'existe pas. Avec Bacacia et d'autres, ça existe très bien en Île-de-France, mais chez nous, c'est encore peu développé. Du coup, nous, on a senti ce besoin d'être une sorte d'offrir des solutions clés en main pour les remplois, c'est-à-dire de trouver l'entreprise qui va faire, de coordonner tout ce qui est les étapes de remise en état, de transformation des matériaux, toutes les étapes de cession, et surtout, et alors ça vaut aussi pour la partie bureau d'études, c'est de coordonner et de s'occuper de toute la partie juridique administrative, c'est-à-dire de s'occuper des transferts de responsabilité de matériaux, de gérer tout ce qui est papier, contrat, etc. Et de gérer aussi la traçabilité des matériaux, parce qu'aujourd'hui, si on veut que le réemploi soit bien intégré dans un projet, il faut pouvoir avoir le visa, notamment du bureau de contrôle, et ça, c'est des choses qui sont en train de bouger, qui sont encore en construction, mais aujourd'hui, là où il faut insister, c'est sur la traçabilité des matériaux. Du coup, nous, on propose de s'occuper de tout ça pour tous les acteurs de la chaîne. Je ne vais pas forcément approfondir toutes nos missions, mais je voulais surtout vous présenter très vite un petit cas concret sur lequel on est en train de travailler, qui est actuellement pour nous le chantier qui est le plus avancé dans ces étapes. C'est le collège du Neuf à Strasbourg, un nouveau collège qui va se construire sur une zone qui est en complète réhabilitation, qui est un ancien hôpital militaire. C'est un projet assez ambitieux où le remploi a été prévu en amont, tout de suite par l'équipe d'architectes qui est Nunc. Et Nunc avait prévu dès le départ une enveloppe assez conséquente pour faire du remploi. Et donc, ça nous a permis d'aller sur des solutions vraiment bien construites et de pouvoir traiter toute la chaîne vraiment de manière très carrée pour le remploi. Donc, il y avait plusieurs matériaux qu'on avait identifiés lors du diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est la première étape. C'est vraiment de faire l'état des lieux du bâtiment et de savoir quels matériaux, en fait, changer un peu le regard sur ce bâtiment et se dire quels matériaux on possède déjà et qu'est-ce qu'on peut valoriser pour la suite. Donc, le bâtiment va être complètement démoli. Et nous, ce qu'on avait pu repérer et ce qui avait fini par être le choix final avec les architectes, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les tomettes, les pierres en grès des Vosges, les briques et les fenêtres. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le processus, mais on a fait des tests de dépose sélective pour voir comment se comportaient les matériaux. On a envoyé des échantillons au laboratoire aussi pour faire des tests de résistance. Et aussi, par exemple, dans le cadre des fenêtres, pour vérifier qu'il n'y avait pas de toxicité. Voilà, là, vous avez une petite illustration des échantillons qui ont été faits notamment en haut à gauche. Ce sont des petites tranches de fenêtres. Et ces petites tranches de fenêtres, elles sont... on a prévu d'en faire ce que vous voyez au centre de mon image avec ce lamellé collé de bois. Et en fait, il va y avoir une réintégration de ces matériaux dans le projet, que ce soit les tomettes, la brique qui sera de la brique de parement, mais aussi structurelle, et ce bois lamellé collé qui va devenir de l'agencement dans le collège.
Et voilà, je vais m'arrêter là, je pense, en concluant juste sur les facteurs de réussite d'une opération. Vraiment, nous, on s'aperçoit au travers de toutes les opérations qu'on a pu mener qu'il faut nécessairement un dialogue entre tous les acteurs de la chaîne. Il faut vraiment réussir à emmener tout le monde dans le remploi. Et s'il y a un acteur qui n'est pas convaincu, souvent c'est là qu'il y a une faiblesse dans le processus et ça risque de rater. Nous, ce qu'on conseille aussi, c'est de choisir des actions emblématiques et ciblées, c'est-à-dire de se concentrer, comme ce que je vous ai montré là sur le Collège du Neuf, de ne pas aller forcément sur tous les matériaux qu'on aurait pu repérer, mais vraiment se concentrer sur 2, 3, 4 flux de matériaux et les faire vraiment dans les meilleures conditions possibles, de faire moins mais mieux, en quelque sorte, de choisir des solutions réalistes et pragmatiques et de s'adapter au chantier sans jamais mettre personne en difficulté à cause du remploi. Vraiment, le but, c'est pas ça. C'est de faire des projets démonstrateurs aujourd'hui et pas du tout de mettre des entreprises en difficulté. Et s'il y avait juste un seul mot à retenir de tout ça, ce serait vraiment l'anticipation. Plus on anticipe ces questions de remploi, mieux ça se passe. Et je pense que je vois Christelle qui dit oui. Je pense que tous les acteurs du remploi aujourd'hui militent pour ça. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais rebondir sur en fait, ce qui ressort déjà de vos 2 témoignages. En fait, c'est qu'on est tous en pleine expérimentation avec plus ou moins de temps d'expérimentation par rapport au démarrage de nos différentes structures. C'est justement pour faire la transition avec notre prochain invité. On avait participé à une opération pilote, donc l'association Remise, avec Rivalprest et puis à l'initiative d'un promoteur privé sur la ville d'Épinal dans les Vosges, où il y a eu une première opération pilote, donc là, ce côté Lorraine, notamment, plus spécifiquement à Épinal dans les Vosges, sur la déconstruction sélective d'un bâtiment. Cette expérience-là montrait qu'il y avait aussi un rôle très local de partenariat de différentes structures issues du département. Nous, on était intervenus pour faire on a co-animé et sensibilisé pendant les ventes éphémères. Et c'est donc l'entreprise Rivalprest qui s'est occupée de la dépose sélective. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Rémy, qui va nous en dire un peu plus sur la partie déconstruction et sur l'impact que ça a eu sur votre entreprise. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais passer très vite sur le premier slide. Donc, Rivalprest, c'est une entreprise d'insertion. À l'heure d'aujourd'hui, 70 salariés. Nous travaillons en tout cas sur le Grand Est en règle générale. On n'a pas trop de barrières à ce sujet-là. Historiquement, on a toujours été dans le déchet, puisque dans les Vosges, on a 2 activités au sein de l'entreprise. La première qui s'occupe, en tout cas, avec l'écosystème du D3E. Donc, on maîtrise assez bien déjà la filière déchets des 3E. Pour rejoindre ce qui avait été dit aussi en amont, en préambule de cette réunion, tout ce qui est bordereau de suivi de déchets, c'est des choses qu'on maîtrise assez bien dans ce domaine-là. Et puis une activité aussi bâtiment. Cette activité bâtiment, jusqu'à mars, début du chantier Bragard de déconstruction, en fait, on était comme une entreprise dite traditionnelle, c'est-à-dire pose de sol, peinture, et nous avons été contactés par un promoteur privé qui nous a demandé si on était capable de déconstruire un bâtiment qui avoisinait au sol à peu près 3000 m² sur 3 étages. Matériaux principalement du bois, puisqu'on devait récupérer plancher, poutres, tuiles jusqu'au toit. Voilà. Ça a été quelque chose de très intéressant pour nous, parce que c'est tout nouveau, voilà, une activité nouvelle, avec un process à mettre en place, puisque comme vous le savez tous, c'est toujours facile de démolir, mais déconstruire proprement, c'est tout nouveau, aucune formation est mise en place à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà, et en prenant un peu d'informations à droite à gauche auprès des archis, auprès des entrepreneurs, en tout cas, j'ai eu toujours la même réponse, on ne sait pas faire. Voilà. Nous, on ne sait pas faire. On peut y aller avec la masse, on peut y aller avec le bulle, on peut faire ce que tu veux, mais ça on ne sait pas faire. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, il y a eu à peu près 1500 heures de travail qui a été fait sur 4 mois, ce qui a permis l'embauche de 4 personnes, enfin 4,5 ETP pour être précis. Alors, pas uniquement sur les 4 mois. Ce chantier-là nous a permis de pérenniser
4,5 ETP sur 24 mois, puisque nous, on fonctionne par des contrats d'insertion qui ne peuvent excéder 24 mois. Ce chantier aussi a eu la particularité, c'est qu'on a tout eu pratiquement dans ce chantier-là, tous les postes, travail en hauteur, donc habilitation, bien évidemment, tous ont été habilités au travail en hauteur, au CACES, la conduite de divers engins, ce qui a représenté en fait en amont à peu près 300 heures de formation. Comme le disait Christelle tout à l'heure, nous faisons partie d'un ensemblier, donc nous c'est une entreprise, et nous avons aussi au sein de notre ensemblier une association qui, elle, est plus spécialisée dans la vente, ce qui nous a permis en fait de travailler ensemble et en tout cas de faire 3 ou 4 samedis matins de vente éphémères. Et là, alors pour être transparent avec vous, au début, je me suis dit, mais puisqu'il faut bien remettre dans le contexte, hein, chaque étage faisait à peu près 800 mètres carrés, donc 800 mètres carrés de parquet, des poutres, solives, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on va réussir, en tout cas, je parle uniquement du côté vente, hein, est-ce qu'on va réussir à avoir un véritable modèle économique? Et en fait, on s'est aperçu qu'avec le recul et après avoir finalisé l'opération, que effectivement, le modèle économique sur cette opération-là est viable. Voilà, donc c'est déjà plutôt encourageant. Alors, lors de ces ventes, hein, on a eu aussi bien des entrepreneurs pour des poutres, des particuliers, on a vendu des fenêtres, donc ça a été quelque chose de très enrichissant. Et puis, en fait, tout ce qui nous est resté, en tout cas, si je puis dire, sur les bras, notamment, je pense aux tuiles, on a trouvé, alors il y a les filières dites traditionnelles, effectivement, mais ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres acteurs qui étaient pour nous inconnus, notamment un entrepreneur qui faisait principalement du drainage et qui avait besoin de tuiles, qui avait besoin un peu de gravat pour concasser, pour faire du drainage. Donc, ça nous a permis aussi de découvrir sur le territoire des acteurs qui étaient aussi à même de récupérer rapidement, en tout cas, des matériaux provenant de la déconstruction. 87%, voilà, à peu près, 87% des matériaux récupérés ont été vendus ou cédés à des associations qui avaient besoin aussi de matériaux pour pouvoir construire. De fil en aiguille, suite à cette opération-là, on a décidé, alors là c'est plus Samy qui a décidé, suite à l'achat d'un bâtiment qui va avoir lieu incessamment sous peu, en tout cas d'ouvrir une matériothèque sur le bassin spinalien et vosgien, à peu près 3800 mètres carrés, une grande partie de ces 3800 mètres carrés qui seront dédiés à l'entrepôt, à la vente, à la gestion des matériaux récupérés, que ce soit en tout cas la retransformation ou le nettoyage ou la remise en état de matériaux, et qui sera proposé directement à la vente. Nous, suite à ce chantier-là, on s'est dit, on a senti qu'il y avait aussi une grosse demande, en tout cas sur le territoire, une grosse demande d'aller vers de la déconstruction positive. Donc nous, on a continué cette activité-là, et en fait, on est en train de se spécialiser aussi dans la déconstruction. Depuis, nous avons répondu à des appels d'offres que nous avons obtenus. Le seul bémol, je dirais, et peut-être que je vais en rester là, c'est il faudrait qu'on pense, en tout cas, que les acteurs concernés pensent rapidement à mettre en place une formation adéquate. Pourquoi ? Parce que en fait, le savoir, on l'a, mais parfois ce qui peut être un peu, alors on a déjà beaucoup de retard sur certains pays comme la Belgique par exemple, où parfois on peut éprouver certaines difficultés à choisir le bon outil pour le bon matériau. Voilà, c'est ce que j'aurais retenu de cette grosse opération chez Bragard. Alors au fil de l'eau, on a quand même réussi à lever ses freins, mais je pense qu'il faut vite mettre en place une formation pour permettre à des gens, notamment dans l'insertion, à l'issue de passage chez nous, d'avoir une véritable formation qualifiante. Voilà, je me tiens bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci pour ce retour d'expérience et les conclusions et le partage de ce projet. Ce qui en ressort, en fait, c'est que
par rapport à vos trois structures et 3 interventions, c'est qu'il y a vraiment il y a besoin d'un maillage et des compétences et du partage de différents acteurs au niveau localement et pour que la filière se mette en place et de la mise en compétence des différents acteurs. Peut-être Lucille, parce que là, Goma et puis donc Reval Press nous a cité un exemple. Lucille, tu as peut-être un retour d'expérience sur une action, enfin sur un projet ou à partager. Alors peut-être sur notre territoire. J'ai vu qu'il y avait quelques petits points par chez nous, ou un autre qui te semble pertinent à évoquer. Oui, non. Alors, du coup, j'ai re-regardé dans tout l'historique qu'on avait. Et nous, on a eu 15 sollicitations sur votre territoire, avec globalement, on a eu 3 chantiers où il y a eu des commercialisations. Un qui a très bien marché, mais parce qu'en fait, c'était un chantier qui est assez spécifique. Donc, nous, on vend des matériaux de seconde œuvre, mais on vend également des surplus. Donc, c'est des matériaux qui sont neufs. Et là, en fait, du coup, c'était une entreprise d'étanchéité qui vidait ses stocks. Donc là, pour le coup, ça avait très bien marché. Et sinon, on s'est confronté plutôt à des échecs. Désolée pour c'est pas forcément. Les échecs peuvent être aussi constructifs. Voilà. Donc, on écoute. Ouais, non, bien sûr. Du coup, à chaque fois, donc j'ai re-regardé et donc sur les quelques diagnostics ressources qu'on a fait, généralement, quand on est arrivé à la phase de commercialisation, alors que c'est des matériaux qu'habituellement on va bien vendre en Île-de-France, on n'a pas réussi à trouver des repreneurs. Et du coup, généralement, c'était les entreprises de déconstruction qui reprenaient gratuitement les matériaux pour éviter qu'ils partent à la benne. Donc, on a notamment eu le cas au Bernay où on avait une super charpente en bois qui était vraiment top et on n'a pas du tout réussi à trouver de repreneur. On était très étonnés parce que normalement, c'est quelque chose qui part assez bien. Donc non, globalement, jusqu'ici, nous, on a plutôt eu sur la partie commercialisation. On n'est pas encore assez bon, donc il faut monter en compétences. Mais du coup, je suis très contente de voir les super résultats de Reval Press avec 87% des matériaux vendus, donc félicitations. Mais nous, on n'en est pas encore là. Par contre, sur la partie diag, en effet, ça fonctionne plutôt bien. Tu avais une question ? Non, on peut peut-être juste signifier aussi sur l'action qu'on a menée avec Reval Press à Épinal qu'il y avait aussi une implication de tous les acteurs de la collectivité. L'opération a été très relayée au niveau local, au niveau d'Épinal, au niveau de la communauté d'Épinal, elle a été très soutenue aussi de ce point de vue-là. Donc il y a eu de très bons relais et je pense que ça a aussi aidé en fait à diffuser et à communiquer sur le réemploi et sur cette opération. Donc, peut-être dans ces... Le rôle des collectivités qui mettent en avant. Voilà, le rôle en fait, des collectivités et effectivement ce qu'avait dit Lucille, l'importance des pouvoirs publics et des collectivités dans le réemploi, effectivement, aide à la diffusion et aide à la communication. Et c'est vrai que c'est primordial, je pense, pour que des opérations soient aussi positives que celle qui a été faite avec Reval Press. Si vous me permettez juste, effectivement, vous avez raison, j'aurais dû d'ailleurs le souligner. On a sur le territoire, on a effectivement des collectivités qui ont, avec notamment, je pense à Evodia ou le SICOVAD, hein, qui ont pris conscience depuis très longtemps que le déchet, le déchet, il fallait vite qu'on fasse quelque chose. Et en fait, on a toutes ces collectivités-là qui sont derrière nous dans ce genre de projet, qui vont d'ailleurs nous aider avec Ami à mettre en place cette matériothèque. Hein. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que notamment pour la vente, ça a facilité puisqu'ils ont pris en charge pratiquement la com sur cette opération-là. Avec leurs différents acteurs. Mais sans eux, je ne pense pas, pour être transparent, qu'on serait arrivé à un tel, en tout cas, un tel taux de vente, en tout cas des matériaux. Donc, effectivement, les collectivités ont un rôle très important dans cette filière-là et dans ce qu'on veut faire sur les territoires. Tout à fait. Et moi, j'avais... Non, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent rebondir effectivement sur cette nécessité d'implication.
Je ne sais pas si justement du côté de l'Alsace, vous aviez aussi des soutiens au niveau du collège en fait. Oui, tout à fait. Nous, on a un bon réseau dans les collectivités territoriales, etc. Moi, ma réaction par rapport à ça, c'est plutôt, et l'exemple que je vous ai montré en est vraiment une bonne illustration, c'est que nous, on milite pour le moment de plus en plus pour qu'on réintègre les matériaux enfin, faire du remploi in situ, que les matériaux soient réintégrés sur le chantier au maximum. Puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, économiquement, c'était la chose la plus viable en termes d'engagement aussi. Enfin, nous, les maîtres d'ouvrage, on essaye aussi de leur faire comprendre. Enfin, on a de plus en plus de sollicitations où on nous dit, bah, c'est bien, venez prélever des matériaux chez nous et mettez-les en vente. Et on essaye quand même de faire comprendre à tous les acteurs du chantier que aujourd'hui, il faut aussi en intégrer quelque part. Si tout le monde donne ses matériaux, c'est super, hein. Ça ne résout pas le problème de l'extraction à outrance, ça ne résout pas le problème des... Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un s'engage et commence à les réintégrer. Et ça, c'est chouette parce que ça commence à être entendu. Et nous, on a des chantiers, on arrive à faire de remploi in situ. Et c'est vrai qu'on a, pour le moment, très peu testé ces solutions, comme a fait Reval, de vente éphémère. Et le peu de choses qu'on a pu mettre en vente, effectivement, c'est plutôt le même résultat que pour Lucille. Enfin, en tout cas, ce qu'on a mis en vente sur des plateformes ou de manière sur catalogue, c'est pas des francs succès. On a eu vendu quelques petits trucs, mais nous, on essaye vraiment de trouver des solutions de remploi in situ, quitte à modifier un peu la matière et proposer des solutions comme du terrazzo à partir de revêtements de sol concassés ou des choses comme ça. Donc là, c'est un gros travail aussi avec la maîtrise d'œuvre pour intégrer. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant. Et moi, par rapport à vos 3 interventions, il y a un sujet peut-être sur lequel on peut revenir, c'est la plateforme physique. Parce que donc côté BOMA, vous dites que vous stoppez pour l'instant. Lucille, ça faisait partie de vos tests. Alors, je ne sais pas trop où vous en êtes. Côté Épinal, donc apparemment, il y en a une qui va prendre naissance. Et vous avez trouvé un modèle économique, j'imagine, pour le mettre en place. Donc voilà, je voulais votre avis sur parce que c'est quand même un élément clé sur le processus de la filière réemploi, cette notion de stockage et de plateforme. Donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur ce sujet. Moi, je reste un peu, en tout cas, moi je vais parler simplement de la déconstruction, mais je vais venir aussi sur la vente. Moi, je mets quand même un bémol sur le modèle économique. Parce que sur Bragard, on a une chance, enfin une chance. En tout cas, on a été sollicité, on nous a demandé de faire un devis normal, comme si on allait chez une personne lambda. Le constructeur, lui, a bénéficié d'une subvention friche, voilà, pour en tout cas pour aller vers la déconstruction. Donc finalement, la partie des constructions, ça a été quelque chose d'économiquement viable. Voilà. Avec un seuil de rentabilité, enfin, tout était ouvert. Par contre, effectivement, je pense que Christelle, tu as raison. Moi, je pense que ces matériothèques-là pourront survivre si on récupère, par exemple, Valpresse va déconstruire. Il y a quelques matériaux qu'on va pouvoir, en tout cas, en tout cas, financièrement, il faut que l'entreprise qui déconstruit cède gracieusement ces matériaux qui déconstruit justement à une matériothèque. Sinon, effectivement, ce ne sera jamais viable. Voilà. Les gens, moi, j'ai beaucoup discuté avec les gens qui sont venus acheter les matériaux. Il était bien évident, mais ça, on le pensera tous, hein, qu'ils n'allaient pas acheter une solive au même prix que du neuf. Voilà. Donc, il peut avoir un modèle économique, mais il faut que les matériothèques soient étroitement liées avec les entreprises qui vont sur la déconstruction. Et moi, je reste aussi convaincu que les entreprises qui vont vers la déconstruction ne pourront être que des structures de l'IAE. Voilà, c'est pourquoi, parce qu'on peut mettre un peu plus de personnes. Avec les aides que nous avons, nous pouvons atteindre un seuil de rentabilité qui est peut-être beaucoup moins élevé qu'une entreprise dite traditionnelle. Mais sans ça, je vois très très mal une entreprise dite traditionnelle se lancer dans la déconstruction et en tout cas créer un véritable modèle économique par ce biais-là. Voilà, mais ça ne reste que mon point de vue. Hein. C'est pas...
Justement, j'ai une question pour vous, Alexandre. Par rapport au public qui est venu acheter les matériaux. Est-ce que vous arrivez à estimer à peu près, c'était quoi, des particuliers, des artisans, des petites entreprises? En fait, on a touché, alors, pas tout public, mais on a touché beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment qui avait plus de 100 ans, avec une très très belle charpente, en tout cas avec des solives qui étaient donc bien évidemment, ils étaient venus pour les solives. Donc le matériau qui a été extrait s'y prêtait bien, hein, évidemment. On a eu aussi le particulier, hein, qui venait chercher ses 200 mètres carrés comment je veux dire, de parquet, pour chez lui. Voilà. Et puis on a eu aussi les personnes qui, avec peu de moyens, en tout cas qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui venaient chercher un peu de matériel pour pouvoir voilà, bricoler un peu chez eux. Donc on a vraiment touché, je dirais un peu, pas tout public, mais on a balayé pas mal de public, quoi. Nous, ce qu'on a vu, donc on a en effet développé un magasin physique qui était à Ivry-sur-Seine, donc très très limitrophe de Paris avec des coûts excessivement chers de stockage. On l'a rendu là à la fin du mois d'octobre parce que on s'est rendu compte que c'était trop cher et surtout, alors moi je pense que le modèle il est viable économiquement sur les différents tests qu'on a fait. Et le projet, justement, c'est de développer des lignes de reconditionnement pour pouvoir ajouter de la valeur sur les matériaux. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on vendait des matériaux différents. Et dès qu'on venait rajouter des actions dessus, la valeur était pas la même, on ne touchait pas les mêmes cibles. Et moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque cruellement sur l'ensemble du territoire français. C'est ces acteurs qui viennent reconditionner et qui viennent remettre de la valeur. Et il faut qu'il y en ait un peu partout. Et c'est vrai que dans ma vision utopiste, il y a 5 ans, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus qui se seraient développés et ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je reste persuadée qu'il faut ce maillage-là pour même spécifier, enfin, par gisement même, hein, comme disait Boma, il faut construire ces matériaux-là, les rendre un peu plus sexy aussi, et qu'on puisse les retrouver dans les Prampé, les Leroy Merlin, les autres un jour, quoi. Mais le travail, il est long. Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il y a un gros marché. Et sur les entreprises de déconstruction, je suis d'accord sur l'insertion sociale, mais je vois de plus en plus, nous, des démolisseurs, des désamianteurs qui se lancent et qui lancent vraiment le réemploi comme une activité au sein de leur métier traditionnel. Et donc, j'imagine qu'ils ne font pas ça pour le pro bono. Je pense qu'ils s'y retrouvent. Donc, à mon avis, voilà, ça dépend peut-être du maillage local, mais c'est un peu la vision que j'ai. Si vous me permettez, sur le modèle économique, parce que je connais bien la filière d'écosystème des 3E, donc si la nouvelle REP mise en place en 2022 fonctionnera du même style que les D3E, c'est-à-dire par le biais d'une écotaxe, il est sûr que le modèle économique va forcément être là. Après, tout dépend parce que bon, on sait bien qu'en France, on en a parlé en préambule, on doit avoir 12-13 filières. Il faut quand même rester lucide. Les 12-13 filières ne sont pas toutes en très bonne santé. En tout cas, voilà, on sait que l'écosystème fonctionne très bien. Je ne vous apprendrai rien. L'écotaxe qu'on paye quand on achète son électroménager, ça permet à de nombreuses entreprises, en tout cas, de vivre de cette écotaxe et le système est sain et viable. Après, tout dépend comment cette REP va être mise en place. Voilà. Et quand on parle aussi de l'IAE, enfin, des entreprises économiques du secteur de l'IAE et de l'économie sociale et circulaire, solidaire, il faut aussi bien comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup, notamment de gros groupes, hein, qui commencent à se lancer dans la déconstruction. Alors pourquoi ils le font? Parce que dans les D3E maintenant, il y a très très peu de petites structures. Ce sont que des grands groupes qui ont bien compris, des groupes voire européens. Dans les Vosges, c'est un groupe européen qui, moi, je sous-traite, par exemple. Pourquoi? Parce que généralement, les déchets, économiquement, dans certaines filières, ça vaut de l'or. Voilà, il faut aussi garder en tout cas, cette idée-là. Voilà, ce qui serait dommage, c'est que sur des petits territoires ou des grands, hein, que cette filière soit mise en place
et que, que ce soit encore dédié principalement aux grands groupes et que les petites structures locales n'aient plus leur place dans cette filière-là. Voilà, justement, j'interviens, on a une petite question dans le fil par rapport à cet échange un peu, justement. Donc, avez-vous des pistes permettant d'intégrer des entreprises de l'ESS avec des entreprises du secteur marchand dans un partenariat gagnant-gagnant? Donc, voilà, c'est un peu l'idée de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, plutôt collaborer. C'est ce que je disais moi tout à l'heure. Hein, je ne vais pas avoir l'air de monopoliser la parole, mais c'est très facile en fait de trouver une certaine synergie parce que nous, on peut très bien se positionner sur de grands chantiers en sous-traitance. On sait pertinemment qu'on travaille comme une entreprise puisqu'on est soumis au Code du travail et on est d'ailleurs une entreprise, donc on est obligé d'avoir les mêmes habilitations, les mêmes… Enfin, voilà. Donc, le travail est fait. Mais ce que je vous disais, c'est que nous, en tant que structure de l'insertion, nous avons des aides au poste dédiées par l'État qui servent notamment à former, qui servent à remettre des gens qui sont proches de l'emploi à retrouver une dignité, à retrouver une place dans notre société. Donc, on pourra mettre sur certains chantiers un peu plus de monde qu'une entreprise. Voilà. Et ça, c'est du gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, dans le bâtiment, comme vous le savez tous, en ce moment, il n'y a plus de main-d'œuvre, ce qui permet aussi de l'entreprise traditionnelle de nous observer. Ce qui s'est passé chez Bragard, on a quand même des personnes qui ont trouvé un emploi dans une entreprise traditionnelle, un emploi pérenne, grâce à cette synergie entre les entreprises qui étaient traditionnelles sur place et nous qui faisions de la déconstruction. Donc, en fait, je pense qu'on a tous à y gagner, en tout cas dans ce schéma-là. Et sur notre territoire à nous, on arrive bien à travailler avec des entreprises. En tout cas, le secteur de l'IAE travaille très bien avec le secteur dit traditionnel. Pour aller dans votre sens, nous, sur notre activité, où on est facilitateur du réemploi, où on est un peu l'entreprise générale du réemploi, on travaille avec des structures de l'IAE. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui ont aussi envie de prendre un peu des risques, ou en tout cas d'aller vers de nouvelles activités, là où une entreprise de sanitaire dit non, mais moi je ne dépose pas les toilettes, je ne les dépose pas, je les pose, c'est tout. Et ben, l'entreprise de l'IAE, elle dit ah bah si, nous on a la main-d'œuvre qui peut faire ça. En tout cas, on peut lui apprendre à faire ça. Et après, ça nous permet de proposer aussi des solutions beaucoup plus sur mesure, comme de faire de la dépose de matériaux, mais aussi un petit service de tri sélectif, tri fin à la source sélectif, et en même temps de proposer un petit service de conciergerie, c'est-à-dire que la personne qui va déposer, qui va s'assurer que le tri des matériaux est bien fait, reste sur place en permanence. Et là aussi, pour sensibiliser les entreprises dites classiques, en fait, il y a une vraie complémentarité des structures de l'IAE, en tout cas, nous, on le voit dans notre activité, une vraie complémentarité sur des choses que les entreprises générales, les entreprises classiques n'ont pas forcément envie de faire ou ne sont pas compétentes pour faire. D'accord, c'est intéressant ce retour. Et du coup, ils interviennent aussi, ils font pas de construction, c'est vraiment des constructions, accompagnement logistique. C'est en développement vraiment là. Ouais. Y a peut-être des services de curage qui vont se mettre en place. D'ailleurs, c'est marrant, toi, Lucille, tu disais le curage, on laisse tomber, on se concentre sur la marketplace. Nous, on fait vraiment l'inverse pour le moment. On essaye d'aller vraiment sur de l'opérationnel. Pas tout seul, bien sûr, plutôt avec les structures de l'IAE. Et curage, dépose, petite remise en état, si possible sur place, et éventuellement repose. C'est des questions qui se discutent en ce moment, quoi. Qui viennent en complément des entreprises traditionnelles sur le chantier, en fait. C'est une autre… Exactement, ouais. Si je peux intervenir, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai des petits soucis. Vous entendez? Oui, alors je suis désolée, j'ai loupé un gros bout du webinaire. J'ai vu qu'il était enregistré, j'espère qu'on pourra le regarder par après. Marilyn Willem, donc je suis directrice d'un chantier d'insertion, justement strasbourgeois, et puis je suis élue à Schuttigheim sur l'économie circulaire, une ville à côté de Strasbourg. Et dans ce que j'entends de ce que tu dis, Agnieszka, c'est je crois qu'on a aussi une culture finalement aussi dans les chantiers d'insertion où on travaille depuis longtemps sur les filières, et puis quand il y en a une qui
qui ressort. Enfin, même moi, j'ai travaillé longtemps pour Emmaüs, donc tu vois bien là où ça manque. Et c'est vrai que je pense qu'on est assez attentif à ce qui se passe. Et peut-être pour dire, effectivement, là, on est contacté en ce moment. Moi, j'ai reçu un mail semaine dernière pour savoir comment je me positionnais en tant que structure chantier d'insertion qui travaille dans le BTP, sur quel type d'activité je serais à l'aise. Donc là, c'est vraiment, on est contacté au fur et à mesure. Il y a un sondage pour y aller ensemble et puis de manière structurée, quoi. Voilà. Même si chacun se sent plus à l'aise sur autre chose, quelque part, c'est pas grave, ça fait une complémentarité aussi, quoi. Et puis sur d'autres trucs, peut-être qu'on peut apprendre ensemble aussi. Donc, ce qu'on ressort, parce que c'était un peu la dernière question pour clôturer, parce qu'on approche l'heure, hein, Amélia, c'est ça? Ouais. C'était justement quels axes d'amélioration et comment vous voyez le développement pour améliorer la filière du réemploi, mais je pense qu'on commençait presque enfin, les pistes étaient en train d'être mises en avant. Si quelqu'un veut compléter sur ce propos pour conclure. Je trouve que ce que disait Lucie tout à l'heure, c'était très juste. Hein. Vraiment, il faut, pour moi, pour nous, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut surtout que les entreprises, enfin, aujourd'hui, il y a un petit souci opérationnel. On a du mal à trouver les entreprises qui vont bien vouloir faire et qui vont ne pas avoir peur du remploi. Et je pense que pour déstresser tout le monde là-dessus, il faudrait qu'il y ait tout simplement des points de vente de matériaux reconditionnés, filière par filière, en fait un peu comme ce que fait Mobius avec ses dalles de faux plancher à Paris. Eh ben, il faudrait avoir sur un territoire, mais hyper bien maillé du coup. Après, s'il y a un peu de transport, c'est toujours moins pire que de faire venir un lavabo de Chine ou même d'Italie. Donc même si ton lavabo, il fait 500 bornes en camion, finalement, si tu mutualises avec autre chose, c'est pas pire qu'autre chose, c'est pas pire que du neuf. Mais une espèce de maillage de territoire avec des reconditionneurs, quoi. Parce que, enfin, Lucille en a parlé tout à l'heure, je vais pas approfondir, mais voilà. Pour moi, c'est une des réponses, ce serait que l'acquisition de ces matériaux soit beaucoup plus facile. D'accord, merci. Lucille, tu veux compléter le sujet? Non, je suis d'accord. Si elle est d'accord avec moi, je suis d'accord aussi. Moi, je suis d'accord avec elle aussi, hein, à 100%. Le seul truc aussi qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est que les collectivités prennent conscience aussi, lorsqu'elles sortent un marché, que des clauses apparaissent à ce sujet-là, quoi. Et nous, sur le territoire, ça commence à venir. Là, on est sur une déconstruction dans une semaine d'une école. On sent que ça vient petit à petit, mais ce qui serait bien, c'est que cette clause-là soit systématique au sein des gros chantiers et même des petits chantiers au sein des collectivités, quoi. C'est pour ça qu'on œuvre déjà, pour sensibiliser en effet les collectivités, pour que ça le plus en amont possible et revenir sur le mot qui a été dit tout à l'heure, l'anticipation. Je pense que c'est aussi un des mots-clés pour qu'une démarche soit aboutie le mieux possible. Oui, donc on milite pour des lots démolition à part des CCTP. On milite aussi pour des clauses avec des taux de réemploi dans les marchés publics. On milite pour tout ça. Mais des taux réalisables. Oui, des taux réalisables, bien sûr. Et si je peux rajouter un petit mot, je pense que voilà, nous, on a notre réseau, on se connaît au fur et à mesure entre nous. Et c'est vrai que par exemple, à la mairie, chez nous, on va faire des gros travaux. Et donc, moi, j'ai glissé les noms locaux auprès de mes collègues. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir finalement des personnes aussi qui puissent communiquer dans les structures et qui soient vraiment informées voilà, que ça soit du tout petit village au beaucoup plus gros, quoi. J'avais peut-être juste un petit mot pour la fin de ce qui s'est un petit peu dit globalement. Enfin, moi, je trouve que, en fait, globalement, les structures qui sont ici présentes, on est tous un petit peu dans l'expérimentation encore au niveau du réemploi. On teste les choses. Et j'ai l'impression que ce qui ressort aussi, c'est que c'est un peu nos parcours professionnels et on va dire, qui vont, vers lesquels on va peut-être plus naturellement se réorienter et remettre en avant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'expérience Caboma et peut-être aussi Lucille. Et après, la question, c'est que je pense qu'effectivement, ça demande vraiment une structuration. On sent qu'il manque une structuration complète de la filière. Des échanges aussi
complet, ensemble, en fait, au niveau des retours d'expérience, voir là où ça pêche et comment est-ce qu'on peut compléter les maillons pour que la chaîne, elle soit complète. Et du coup, pour avoir assisté la semaine passée en fait, au CRES national à Paris, on sent que ça bouge quand même un peu plus activement sur d'autres territoires. Ils sont un petit peu plus en avance que nous sur le Grand Est. Donc, il faut, je pense, continuer à échanger avec d'autres, avec ce qui se passe sur les autres territoires, pour vraiment structurer quelque chose d'efficient sur le territoire lorrain. Voilà, peut-être pour conclure. Merci, de rien. Merci beaucoup à vous deux pour avoir animé cette table ronde.